Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. Et bien sûr, à mes côtés pour nous accompagner, notre spécialiste, François Caudet, bonjour. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle... On va parler de l'industrie de la défense, l'économie de la défense, qui est un sujet d'actualité, et puis un sujet peut-être plus saisonnier, qui est la question de l'internaute, sur les locations saisonnières. Un bon plan dans la deuxième partie de l'émission. Allez, dans un instant également, le commerce coopératif et associé. Il permet à des entrepreneurs de rester totalement indépendants et maîtres de leur choix, tout en les associant au sein de groupements qui leur offrent de mutualiser leurs actions. Ça représente un tiers du commerce de détail en France et près de 52 000 points de vente. À la rubrique innovation, ma boîte à moustiques, ça aussi, cette saison, un piège contre les moustiques tigres. Basé à Tullin, la conception et la fabrication vont bon train et l'entreprise vient d'ailleurs de lever des fonds pour se développer encore. Enfin, focus sur G-Décor. Au départ, un artisan, peintre et plaquiste qui, avec l'arrivée de son fils, va transformer son atelier en un groupe tout corps d'État spécialisé dans la rénovation et l'agencement intérieur. Une à une, les prestations se sont élargies avec autant d'entreprises créées pour la déco, mais aussi l'électricité, les menuiseries, le mobilier sur mesure et même la gestion de travaux après sinistre. Une complémentarité d'activité qui fait aujourd'hui sa force. Le contexte géopolitique international est marqué par de nombreux conflits et ils font ressurgir la question de la souveraineté nationale en matière de défense et de notre capacité à protéger nos intérêts stratégiques. Avec vous, François, on va faire un point sur cette économie de la défense. Oui, économie importante et puis le contexte, effectivement, la remet au devant de l'actualité. Peut-être alors sans exagérer sur les chiffres, mais il y a un sujet de souveraineté. On entend beaucoup parler de souveraineté européenne. En gros, jusqu'en 2020, l'Europe importait 52%, la moitié de ses armes, de ses équipements militaires, depuis les États-Unis. Donc il y avait déjà un petit sujet de souveraineté. On a accéléré dans le contexte qu'on connaît sur l'équipement militaire. Et donc maintenant, on a une dépendance des États-Unis de 64%. Donc on a accru notre dépendance stratégique des États-Unis dans le contexte actuel. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels, bien sûr, la Commission européenne se penche. D'autant plus que depuis notamment 2024, du fait du conflit ukrainien, il y a eu une poussée assez forte d'un retour de l'équipement. On n'avait jamais vu ce niveau d'équipement militaire en Europe depuis la guerre froide. Donc ça veut dire qu'au niveau mondial, d'abord, le chiffre, il fait un peu peur, hein, c'est 2 730 milliards d'euros qui ont été investis dans des dépenses, dans des équipements de... Alors on dit de défense, c'est toujours un petit mot, parce que s'il y en a qui défendent, c'est qu'il y en a d'autres qui attaquent. Donc des équipements militaires, c'est une augmentation de 10% par rapport à 2023, dans un contexte économique où la plupart des États essayent de faire attention. L'Europe, évidemment, étant en première loge, s'est un peu envolée sur ses dépenses militaires. Et les grands pays de dépenses militaires, il y a l'Ukraine, évidemment, mais il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne qui est un des plus gros dépensiers en ce moment, 78 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 30% sur un an, c'est considérable. La France est au 9e rang mondial, 4e rang européen, les grands pays européens, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine sur l'équipement. Et puis, si on regarde les chiffres un peu plus macro, en 2024, les États-Unis dépensent 3,4% de leur PIB aux dépenses militaires. Vous savez que c'est souvent Donald Trump ne se prive pas de dire que l'Europe ne dépense pas assez. Donc 3,4 pour les États-Unis, 2,1 aujourd'hui pour la France, et on est déjà monté un petit peu, et 1,9% pour l'Europe. Donc c'est quand même des budgets considérables. Considérables et qui augmentent ces dernières années. Donc l'industrie de la défense doit se mettre en capacité de produire plus et plus vite, je comprends bien. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, vous avez commencé à le sous-entendre. Comment le secteur
va gérer le financement à moyen et long terme de cette montée en puissance qui ne va pas s'arrêter là? Qui ne va pas s'arrêter. Alors d'abord, c'est aussi une opportunité pour la France, qui est quand même le deuxième exportateur mondial. Il y a des grands noms connus du grand public, les Dassault, les Safran, etc. Donc la France est un des pays exportateurs. Donc d'un point de vue purement business, le fait que le marché de la défense s'accélère, c'est plutôt bon pour la France. Néanmoins, il va falloir qu'on augmente nos dépenses militaires. Donc il y a une loi de programmation militaire qui a été votée pour l'exercice 2024-2030, parce que c'est un plan qui prend un petit peu de temps, on y reviendra. Donc c'est un budget de 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. Donc c'est quand même assez considérable, en hausse de 40% par rapport à la loi de programmation militaire précédente. Donc c'est quand même une très forte accélération. L'objectif étant d'atteindre 3% du PIB français, donc on était à 2,1, je le rappelle, en 2030. On n'oublie pas que Donald Trump, lui, aimerait bien qu'on soit à 5%. Enfin, passer de 2,1 à 3 dans un moment où l'État français cherche à faire des économies, c'est un vrai challenge. Bon, autre particularité, on sent bien que le principal client, c'est l'État. Comment la filière est organisée? Alors, évidemment, le principal client, en France en tout cas, c'est l'État. D'abord, il y a 9 très grands groupes en France. Donc, les principaux, Thales, Safran, Dassault notamment, que tout le monde connaît. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a 4500 entreprises en France qui travaillent pour la défense. Alors, les entreprises qui sont topées, entre guillemets, travaillant pour la défense, c'est celles qui font au moins 20% de leur chiffre d'affaires pour la défense. Donc, il y a plein de sous-traitants, beaucoup d'équipementiers, mais qui peuvent aussi faire de l'automobile, de l'aéronautique. Quand on fabrique des hélicoptères, on peut faire des hélicoptères civils et militaires. Et quand on fabrique des pales d'hélicoptères, elles peuvent être civiles ou militaires. Donc, voilà, c'est vraiment très, très large. C'est un peu plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est 220 000 emplois directs ou indirects. Donc, c'est aussi un pan de l'économie nationale extrêmement important. Et sur la seule Isère, puisque Alpes Décideurs, c'est aussi l'Isère, c'est 3700 emplois directs sur l'industrie de la défense et 442 entreprises qui sont référencées par l'État comme entreprises d'industrie de la défense. Voilà. Et c'est des entreprises qui sont très majoritairement, voire en totalité, sur de la haute technologie. Alors, soit de la mécanique de précision, soit de l'IT classique. Donc, c'est des entreprises à forte valeur ajoutée. Bon, et ces entreprises, quels sont les défis auxquels elles doivent faire face? Je veux dire, comme toute entreprise dans un secteur qui se développe. Donc, le premier sujet des entreprises qui se développent, c'est de trouver des compétences. Ouais. Donc, il faut des ingénieurs, il faut des développeurs, et ils sont en concurrence avec d'autres domaines d'activité. Le deuxième, c'est avoir la capacité de production et d'éviter des goulots d'étranglement, d'approvisionnement, parce que souvent, ces entreprises dépendent elles-mêmes de sous-traitants, quelquefois à l'étranger. Il y a un sujet de sécurité, évidemment, et notamment cyber. C'est par nature un domaine extrêmement sensible. Et puis il y a le sujet du financement, évidemment. Donc là, il y a beaucoup d'organismes qui s'en occupent. Et puis la BEI, la Banque européenne d'investissement, a mis en place des prêts bonifiés. Nous, le groupe BPCE, on a 300 millions d'euros à distribuer cette année et en 2026 là-dessus. Donc il y a pas mal d'organismes qui commencent à se mettre sur les sujets financiers. Le sujet de ces entreprises, de ces ETI, souvent, parce qu'on a parlé de Thales, Dassault, mais ça, c'est la partie immergée. Les 4500, c'est plutôt des petites ETI. On a compris les sous-traitants. Voilà. C'est que souvent, elles ont comme c'est des sous-traitants, les taux de marge sont souvent relativement faibles. Elles sont souvent assez endettées parce que c'est des entreprises industrielles, donc qui sont intensives en capital. Et du coup, et ça c'est un peu le problème des entreprises françaises, elles sont souvent assez peu capitalisées. Donc si on veut pouvoir accélérer un investissement, il faut que ces entreprises trouvent du capital. On estime qu'il y a un besoin, alors il y a des chiffrages qui sont un peu différents, mais entre 1 et 3 milliards d'euros de besoin de fonds propres dans ces entreprises dans les 5 prochaines années. Vous m'avez pas parlé de cette notion de BITD. Oui, c'est les entreprises du secteur de la défense. C'est l'industrie et les technologies de la défense, donc qui sont vraiment les plus importantes et qui ont besoin, elles, qui sont très soutenues par l'État. Donc vraiment tout le monde se met pour les financer en mouvement là-dessus, exactement. Il y a la Caisse des dépôts, qui est le bras armé de l'État. C'est toujours le bras armé financier. Alors, je vais dire armé, ça tombe bien pour la défense de l'État, qui met 40 milliards d'euros sur la table. Il y a le système bancaire français classique, qui en met à peu près autant, 37 milliards. Les assureurs, on oublie souvent que les assureurs, les fonds qu'on dépose sur les contrats d'assurance, les assureurs les investissent
sinon ils auraient du mal à servir du rendement. C'est des très gros investisseurs, c'est des investisseurs de long terme, les assureurs. Donc ils mettent un peu plus de 20 milliards aussi de financement de ces secteurs-là. Donc c'est très significatif. BPI, qui est aussi indirectement l'État, a lancé un fonds aussi sur les particuliers peuvent investir dans un fonds qui va financer la défense. Ils ont lancé un fonds de 450 millions d'euros. Le ticket d'entrée est de 500 euros, hein, donc c'est pas de l'hyper-capital, c'est un peu ouvert à tout le monde. Et puis il y a un sujet un peu récurrent qui revient, qui ressort, c'est est-ce que l'épargne, notamment du livret A, un jour pourrait aller sur la défense. Aujourd'hui, le livret A, ça finance le logement social. Et Dieu sait qu'il y a des besoins aussi là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut déshabiller le logement social pour la défense? Ça, c'est un sujet un peu économique, très politique. Et donc, on va laisser aux politiques ce choix-là. Et voilà pour l'économie, en tout cas, de cette industrie de la défense. Merci François. L'économie de la défense, 9 grands groupes en France, hein, j'ai bien entendu ça, près de 4 500 sous-traitants et fournisseurs, 220 000 emplois dans le pays, c'est ce que vous me disiez, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Voilà les grands chiffres à retenir. Alors si je vous parle d'enseignes comme les Mousquetaires, Monsieur Meuble, Selectour ou Sport 2000, évidemment vous localisez ces magasins. Mais savez-vous quels sont leurs points communs? Eh bien, ce sont des commerces coopératifs et associés. Moi, je ne connaissais pas. On va apprendre à découvrir. Les entrepreneurs qui sont à leur tête sont en fait propriétaires de leur affaire, indépendants donc, mais ils font le choix de s'associer au sein de groupements. On en parle avec Pascale Gauzy. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, bon, on vous connaît bien, PDG du groupe Gauzy, vice-présidente de l'Union Sport et Cycle et vice-présidente de cette fameuse fédération du commerce coopératif et associé. On va refaire les présentations, c'est jamais inutile. Hein. Le groupe Gauzy, dont le berceau est à Voiron, est bien connu. Son ADN, c'est le commerce d'articles de sport. C'est ça. C'est bien ça, oui, effectivement. Moi, je suis une deuxième génération, donc de l'indépendance totale, il a fallu qu'on trouve des forces pour s'adapter à ces changements. Et Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en a encore et que ça s'active encore plus en ce moment. Donc effectivement, dans les années 90, nous avons rejoint un groupement qui aujourd'hui s'appelle Séraclès Coopérative, qui abrite plusieurs enseignes, dont Sport 2000, Espace Montagne, Mondo Vélo, Oise pour de l'habillement premium, les magasins de montagne. Enfin, il y a une multitude d'enseignes et effectivement, ce qui m'a donné accès à cette fédération nationale, la FCA, qui défend, voilà, c'est pour ça que pour défendre les intérêts de tout ce secteur du monde coopératif. Alors, on va reparler effectivement de ce monde coopératif. Moi, je voulais quand même en un mot qu'on revienne un peu sur le groupe Gauzy. Hein. Bon, alors on avait évidemment une grande tendresse pour votre papa, fondateur du groupe, il y a quoi, 70 ans maintenant? Ah oui. Avec une belle histoire, puisqu'il a commencé dans son garage à réparer des skis. Et il a fait un empire, c'est bien ça? Alors un empire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous permet de vivre de cette passion. Lui, il était très passionné du ski et de cette passion du ski, on est devenu multisport et aujourd'hui, on a monté d'autres magasins. On a pu développer grâce à lui, à la génération d'après, comme quoi il y a des liens aussi de transmission. Ça aide à la performance et à la réussite. On est dans un vivier qui se nourrit et qui s'enrichit et du coup qui peut développer. Et aujourd'hui, on est dans plein de secteurs comme ça, dans le pays voironnais, le vélo, le fitness, le trail. Voilà, on surfe sur les tendances du sport qui sont des valeurs positives dans cette société aussi. Avec le sport toujours et la santé. Dans l'ADN, hein, cette importance du territoire, le maillage du territoire. Le maillage du territoire, oui, on a du mal à sortir de notre pays voironnais. Bon, quand même, il y a eu des petites incursions ailleurs. Aujourd'hui, dans le pays voironnais, c'est quoi, 4 enseignes, c'est ça? Oui, ben justement, voilà, une spécialisée outdoor montagne, une vélo, le Sport 2000, et puis on a ouvert un magasin à Aprieux dernièrement, l'année dernière, plus de déstockage pour voir un petit peu ce secteur aussi, puisqu'il faut s'adapter à toutes les offres pour le consommateur. Et dans l'histoire, on est allé un peu en Ardèche, voilà, à Saint-Péret. Et ça, c'est des opportunités qui font que le groupe représente tous ces magasins, 4 magasins. Bon, puis je parlais d'ADN, évidemment. Dans l'ADN, il y a aussi cette notion de l'engagement
pour le collectif, hein, on disait pour le territoire, mais aussi pour le collectif. Vous avez été présidente de l'Union Sport et Cycle, hein, je crois, qui regroupe la filière, précisément, sport et cycle, comme son nom l'indique. Voilà, c'est les débuts de l'engagement. Quand on veut rester un chef d'entreprise, on est un peu seul, on peut vite... les changements sont rapides, il faut être informé, il faut s'informer, il faut une culture de la polyvalence et de la multicompétence. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de s'ouvrir au monde extérieur. Donc mon père a été adepte de la Chambre de commerce de Grenoble, de l'implication dans la vie locale. Et à travers lui, je me suis intéressée à tout ce qui est au monde fédéral, national, qui défend nos intérêts auprès des pouvoirs publics. Et c'est un vrai métier. Et c'est un vrai engagement de comprendre les enjeux pour pouvoir, nous, en local, ou abonder de l'information pour aller chercher un combat, ou alors de le comprendre pour l'adapter dans sa propre entreprise. Donc c'est vraiment... Donc j'ai commencé par l'Union Sport et Cycle, qui est une fédération, la première fédération professionnelle de secteur, le secteur du sport. Elle regroupe les fabricants, mais les salles de sport, les métiers de la montagne avec la location et les enjeux qu'ils ont aussi avec la montagne. Les distributeurs, bien sûr. Les distributeurs, et je suis vice-présidente de ce secteur-là de la distribution. Mais il y a les aménagements aussi du territoire avec les jeux qu'on peut trouver dans les villes et leurs combats aussi pour pouvoir équiper les villes. Voilà, c'est vraiment un secteur intéressant. C'est une union importante, hein, 1700 entreprises, plus de 500 marques, 3000 points de vente, enfin 80 000 salariés. Hein, on parlait de poids économique, c'est une filière qui est évidemment essentielle. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des grands combats à mener. Une filière qui doit s'adapter. Avec tout ce qu'on a vécu, fallait... Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est en entreprise. Le sport, ça a quand même... et il n'y a pas que le sport. Hein, c'est l'activité physique et sportive, le cycle, la réindustrialisation, la mobilité. Tout ça sont des enjeux qui sont portés par l'USC. Donc il y a cette union sport et cycle, dont aujourd'hui vous êtes une des vice-présidentes, et puis il y a cette fédération du commerce coopératif et associé, et là aussi vous avez accédé récemment à la vice-présidente. On a un peu de mal, on connaît bien le système de franchise. Quel est le modèle? Qu'est-ce que c'est un commerce coopératif et associé? Eh bien, effectivement, c'est assez récemment, il y a 6 mois que j'ai intégré cette fédération et j'ai trouvé, pensant que j'étais déjà intégrée dans ma filière de secteur et que tous les combats allaient être menés, en fait, là, j'ai trouvé vraiment des problématiques communes du commerce traditionnel, des problématiques de centre-ville, alors qu'il y avait 30 secteurs d'activité différents. C'est ça, là, c'est tout secteur d'activité confondu. Voilà, l'optique, le pharmaceutique, les architectes... les chaînes d'hôtels. Les chaînes d'hôtels, il peut y avoir l'alimentation, enfin, tout ce qui est l'agroalimentaire, les grandes chaînes, le sport. Donc là, j'ai découvert qu'on avait vraiment des enjeux communs et du lobbying aussi à faire, et des combats à mener. Et en ce moment... il y en a certains avec la concurrence déloyale, sur la fast fashion, les sites internet. Voilà, on sent bien qu'il y a une volonté de nous soutenir là-dessus. On a la transition écologique, donc la France, on a des lois pour montrer qu'on est impliqué, mais le monde, on ne va pas tous au même rythme. Donc voilà, et c'est intéressant de suivre ces enjeux. Et pour revenir à votre question de pourquoi un groupement coopératif, oui, ça laisse la liberté d'un chef d'entreprise d'être libre de son développement, de son engagement dans l'entrepreneuriat. On est libre de nos relations et en même temps, on a besoin d'un collectif pour justement aller chercher des forces quand il y a des combats à mener et à la fois de se mettre dans des groupements pour aller mutualiser les achats des secteurs qui permettent d'être encore compétitifs aujourd'hui. Donc pour être clair, un commerce coopératif, commerce associé, on est patron de son affaire, on investit ses propres capitaux, on est maître de ses décisions, de son implantation locale, de son rayonnement local, et on appartient à un groupement. On a une voix, on est
impliqués dans la performance et l'organisation de notre centrale, du groupement. Vous êtes copropriétaire du On est copropriétaire. Donc du coup, on doit définir les enjeux, la stratégie, la feuille de route. On doit s'impliquer pour définir qui on veut être demain ensemble. Oui. Vous mutualisez à la fois des actions, des outils, ça peut être une centrale d'achat, ça peut être du marketing, du développement, de la formation, enfin tous les thèmes dont on a besoin pour vivre. Mais voilà, on définit notre stratégie, on la décide, à la différence d'une franchise ou d'autres structures qui proposent un programme, qui proposent un concept. Et on vit avec. On rentre dans ce concept ou on rentre pas. C'est ça. J'ai bien compris. Quelques exemples du coup de grandes enseignes qu'on connaît. Alors j'en ai cité 2 ou 3, mais le système 8 mousquetaires sont des enseignes qui sont connues et qui sont des belles réussites. On peut aussi constater que ce format est un format dynamique dans les moments difficiles. Aujourd'hui, on a vu dans l'habillement, entre autres, énormément de difficultés sur des grands groupes. Et je trouve que ce format d'entreprise, il y a des performances. C'est quand même un format qui performe, puisque en local, le patron impliqué dans son activité avec ses leviers a une certaine puissance et levier de performance qui fait que le système va bien. Ça donne aussi une forme de garantie de temps long, hein, parce que c'est le patron c'est pas un actionnaire qui pourra arbitrer. C'est un modèle que j'aime bien aussi. Honnêtement, les caisses d'épargne sont construites comme ça. Hein. On est aussi un groupe coopératif. Et cette indépendance locale avec la puissance d'un groupement et ce temps long, parce que le groupement est au service des structures locales et pas le contraire, ça change un peu la philosophie des choses. Donc, je vais peut-être pouvoir vous proposer d'intégrer notre l'AFCA. Je ne sais pas si on peut, pourquoi pas. Mais en tout cas, effectivement, on sent bien la solidité que ça apporte aux chefs d'entreprise. Et les chiffres sont importants, puisqu'en 2024, ce commerce coopératif et associé a représenté en France l'équivalent de plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 32% du commerce de détail français, 7% du PIB. Voilà, pour ceux qui aiment les chiffres, 52 000 points de vente. Enfin, on sent que c'est vraiment énorme. Alors précisément, l'exemple pour vous, c'est les magasins Sport 2000. Voilà, donc coopérative Séraclès, voilà, la nouvelle coopérative. Entrepreneurs commerçants, voilà un petit peu et donc je suis au conseil d'administration de Séraclès Coopérative, et à l'intérieur de cette enseigne, il y a des silos de magasins spécialisés montagne, spécialisés chaussures, Skechers, tout ce genre de chaussures spécialisées, mais aussi Mondo Vélo, qui est une belle enseigne spécialisée vélo. On en a aussi... Et comme ça, voilà. Donc c'est ce groupement qui chapeaute effectivement plusieurs enseignes, hein, on est d'accord, et auquel vous appartenez du coup, et qui s'est d'ailleurs fixé des objectifs assez ambitieux en matière de développement, hein, avec ce changement de nom. Il faut toujours avoir des objectifs ambitieux. Je disais qu'il y avait quoi, l'équivalent de ouvrir 1000 magasins d'ici 2030, c'est ça ? Oui, on en a déjà fait une bonne partie, hein, il nous reste la route, mais en tout cas on est obligé, malgré... la situation économique il faut quand même avoir de l'ambition, il faut définir la route pour pouvoir y accéder et le faire tous ensemble. Donc il faut emmener le collectif. C'est un petit peu il y a beaucoup de points forts, mais le point sensible, c'est que c'est un collectif à emmener. Donc on est tous un homme, une voix. On a tous notre mot à dire dans cette stratégie. En tout cas, à une époque où on dit que le commerce est plutôt en difficulté, etc., votre sourire, votre optimisme font du bien. Il y a encore un avenir pour le commerce. Eh bien, j'espère. Et en tout cas, avec tout ce qui nous est arrivé, on s'est toujours adapté. On en parlait aussi, c'est... Avant, on était des commerçants, mais enfin, on est vraiment des chefs d'entreprise. Avant, on regardait notre chiffre d'affaires, alors on regardait notre bilan à la fin de l'année. Maintenant, on est vraiment devenus on a vraiment développé notre compétence et la maturité pour gérer un point de vente. Il faut aussi être bon dans beaucoup de domaines. Et on s'adaptera, on l'a toujours fait. La résilience, il y a une période là difficile, mais on espère tous la fin des prêts, la crise énergétique, elle a coûté énormément cher aux entreprises et aux commerçants. Et on arrive à la fin de ces contrats un peu qui nous ont pris pas mal de trésorerie. Donc 2027, 26, 27, j'espère qu'entre la politique, entre le moral des Français, on est dans un secteur du sport où normalement on est dans un secteur qui donne envie.
J'espère qu'on passera un passage difficile, mais qu'on va en sortir. On voit quand même bien que dans les périodes de crise, les dépenses qui diminuent le moins dans les Français, on en avait parlé ici il y a quelques temps, c'est le loisir. Oui. Donc les gens souhaitent sauver leur loisir, entre guillemets, donc c'est plutôt... Mais on en a parlé pendant le Covid, la santé psychologique, les jeunes, c'est un levier. C'est un levier de bonne santé de faire de l'activité physique. Allez, puis on ne le dira jamais assez, c'est dans son commerce qu'on trouve le conseil, l'accompagnement. Oui, c'est vrai que le changement nous oblige à être encore meilleurs et s'il reste l'humain, on croit qu'on sait tout, on croit qu'on est informé de plein de choses avec l'offre qui nous est proposée. Elle est illimitée, l'offre qui nous est proposée. Mais en tout cas, quand on rencontre un bon spécialiste, on va plus loin, on va dans de la personnalisation, du confort et ça... Il n'y a que le commerce physique et la rencontre qui peut encore faire ça. Encore. Merci Pascal Gauzy, merci de votre visite, d'être venu nous présenter ce modèle du commerce coopératif associé. Merci. À chacun sa méthode pour tenter de chasser le moustique tigre. Bougie à la citronnelle pour les uns, répulsif cutané pour les autres. Certains se sont aussi laissés séduire par ma boîte à moustiques, une solution apparue il y a 4 ans et qui a donné lieu à la création d'une entreprise du même nom, Atula. Elle a mis au point un appareil qui piège l'insecte en l'attirant dans un rayon de 50 mètres. Vous allez comprendre avec ce reportage. Charlotte a tout essayé, mais sa maison proche des champs tulinois est infestée de moustiques. À partir de 17h, impossible de profiter de sa terrasse. Mais depuis début juin, elle a adopté un nouveau genre de piège, ma boîte à moustiques. Radical, on est jusqu'à minuit, 1h dehors. On profite en famille et entre amis, on a pu faire plein de fêtes cet été. Vraiment, la boîte à moustiques, en plus, c'est plus naturel. On se met rien sur la peau. Et puis au niveau, tout ce qui est justement ce qu'on fait brûler, au niveau des odeurs, c'est pas bon non plus pour la santé. On a beau tout essayer, profiter de son jardin sans se faire piquer est un vrai casse-tête. Notre respiration qui dégage du CO2 et notre transpiration forte en acide lactique attirent les moustiques. Pour les éliminer, ma boîte à moustiques imite alors notre corps en dégageant du CO2, une solution simple et design pour de nouveau profiter des plaisirs du jardin. On va avoir le moustique qui va être attiré par un flux de CO2. Le flux de CO2 en fait va sortir par ces 2 petites bouches ici. Il va être attiré également au plus proche du piège par une odeur qui va ressortir par ici. Cette zone-là ici qui va émettre un flux d'air qui va être chargé d'une odeur. Le moustique lui va vouloir être au plus proche de cette émission-là et va se retrouver devant ces bouches d'aspiration et va être aspiré tout simplement par un flux d'air entrant géré par ces 2 ventilateurs-là et se retrouver coincé dans ces filets. Le piège attire les moustiques dans un rayon de 50 mètres. Pour bien le placer, il suffit de le positionner à 10 mètres de la zone à protéger. Le dispositif promet de réduire jusqu'à 90% le nombre de moustiques. Il est aussi doté d'une application mobile. Elle indique le niveau de CO2 restant et détecte aussi les épisodes de pluie, là où les moustiques ne sortent pas. Dans son entrepôt à Tullin, la start-up est à sa 2e génération de boîtes à moustiques. Et ici, tout est assemblé à la main. Les pièces proviennent d'entreprises iséroises, un choix important pour ce piège made in France. On a vraiment voulu s'installer ici à Tullin, à côté de Grenoble, pour produire avec des acteurs locaux. L'enveloppe métallique est faite avec un Sori, une entreprise juste à côté de chez nous ici. La carte électronique est faite à Voiron, également très très proche de chez nous. Ma boîte à moustiques s'adapte au changement climatique en combattant les moustiques tigres, mais de manière raisonnable. Le dispositif émettant du CO2, la start-up est en partenariat avec une ferme dans les Pyrénées qui produit du CO2 issu du biogaz. Ma boîte à moustiques, il faut compter environ 1 300 € avec une recharge de phéromones pour environ 3 mois d'efficacité. Un coût qui n'effraie pas les clients. D'ailleurs, l'entreprise qui est en plein développement compte déjà une quinzaine de salariés. Elle vient d'ailleurs de lever cette année 1 million d'euros pour financer sa R&D. Vous le savez, Alpe Décideur vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Cette fois, c'est un bon plan que cherche Elodie. Elle nous sollicite. Elle met sa maison en location pendant les vacances et elle veut se protéger contre les risques d'annulation ou de dégâts. François. Exactement. Donc, alors je me suis renseigné un petit peu pour Elodie. J'ai fait mes recherches. Alors,
deux réflexes possibles et peut-être complémentaires d'ailleurs. Le premier, c'est de contacter son assureur, parce qu'il y a des assureurs qui savent gérer ça. Mais il y a aussi des fintechs qui ont beaucoup progressé, qui proposent des cautions en ligne. Ça permet simplement soit aux propriétaires, soit aux locataires d'ailleurs, de se connecter sur un site d'assurance en fait, qui émet une caution, donc sans débiter la carte bleue immédiatement du futur locataire. Et cette caution peut couvrir soit ce que les loueurs appellent le no-show, c'est-à-dire que les gens qui à la minute décident de ne pas venir, donc le manque à gagner sur le loyer, soit les dégâts éventuels causés. Ça remplace le dépôt de garantie qu'on pouvait faire dans des conditions quelquefois un peu acrobatiques sur les particuliers, parce que je suppose qu'Élodie nous interroge à titre particulier. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur ces plateformes qui sont aussi sécurisées. Il faut bien regarder qu'il y a un numéro qui s'appelle ORIAS, c'est-à-dire que c'est des assureurs qui sont certifiés et qui sont des gens extrêmement sérieux. Et ça permet d'avoir ce système de cautionnement sans débiter le locataire tout de suite et sans que le propriétaire soit obligé de stocker une enveloppe avec des billets. C'est ça, au fond du jardin. Voilà, au fond du jardin. Bon, voilà un bon plan pour Élodie et puis pour tous ceux qui offrent en location leur appartement ou leur maison. C'est un bon conseil. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, il est multipasse, vous l'avez vu, multicarte. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. En moins de 15 ans, GDécor s'est imposé comme un acteur majeur autour de Grenoble et au-delà, désormais, en matière d'agencement intérieur et de rénovation. L'atelier artisanal de peinture est devenu un groupe qui propose des prestations clés en main, complètes, du changement des fenêtres à l'électricité, en passant par les papiers peints ou même les meubles sur mesure. Tout cela grâce à une cinquantaine de collaborateurs. Un succès sur lequel on revient avec Sébastien Gerdina. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va revenir d'abord sur l'histoire de cette aventure économique qui est d'abord familiale. C'est votre papa Michel qui a créé, qui était artisan au départ, c'est ça ? En 88, tout à fait. En 88 et moi en 2010, à l'issue de mon bac STG qui était orienté gestion, où le choix pour moi était de trouver une entreprise en alternance. Plusieurs opportunités se sont présentées à moi, des belles d'ailleurs, mais j'ai préféré mettre à profit ce que j'allais apprendre dans le cadre de mon enseignement dans l'entreprise familiale. Alors certes, une entreprise artisanale où seul mon père y travaillait. Pour autant, il y a un vrai projet de développement. Exactement, avec un vrai projet de développement et en se positionnant véritablement comme un acteur incontournable de la rénovation à Grenoble. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire depuis 15 ans. Donc c'était en 2011, vous aviez moins de 20 ans quand vous avez rejoint votre papa. Rapidement d'ailleurs, vous avez pris en charge notamment la partie commerciale, c'est ça ? Exactement, la partie commerciale et autant que possible la partie gestion, en passant... il fallait quand même un mentor, parce que mon père, homme de métier, recrutait du personnel, structurait une entreprise, avoir une approche commerciale, créer une offre, des outils de communication, enfin tout ça c'est un peu lointain. Donc en passant par l'école, on apprend aussi des choses et quand on est déterminé dans son projet, on finit par y arriver. C'est un terrain d'apprentissage que vous avez très rapidement maîtrisé, puisque sur le marché des particuliers, vous vous êtes rapidement imposé, puisque je rappelle qu'on est en 2011 à l'époque, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Les services proposés se sont très très rapidement élargis, les collaborateurs ont été recrutés à un rythme assez soutenu. Ah oui, on recrutait plus de 5 personnes par an. Ouais. Voilà, avec des années où on a stagné, où on a même recruté presque 10 personnes une année. Donc oui, c'est important. Ce qui était difficile, c'est de construire le socle. Donc nos 5 premières années ont été les plus difficiles. Trouver le client, mais aussi trouver les personnes, parce que la vocation de GDécor, c'est d'internaliser nos prestations. C'est pas d'être seulement un maître d'œuvre. Donc il fallait trouver les bonnes compétences, parce que être bon vendeur, c'est une chose, mais il faut avoir les bonnes personnes pour réaliser le travail. Il faut que ça suive derrière, oui, c'est sûr. Exactement. Et c'est ça dont on est plus fier. Parce qu'effectivement, c'est la spécificité, c'est que vous êtes un spécialiste de la rénovation, tout corps d'État, c'est-à-dire capable de tout réaliser de A à Z, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, vraiment de la conception. Donc quand on est à la phase d'idée, d'avoir un projet de rénovation, jusqu'à la phase réalisation. Donc on accompagne vraiment le client sur l'intégralité. Ce qui était moins le cas nos 10 premières années, où on était plutôt exécutant, où notre clientèle était plutôt un acquéreur qui avait ses idées, sur lesquelles on appliquait nos prestations, ou des architectes qui nous mandataient pour réaliser leurs projets. Autre évolution ces dernières années, c'est que de plus en plus, c'est les gros travaux sur lesquels vous vous positionnez. Exactement, ouais. On a vraiment orienté l'entreprise en tant que contractant général, entreprise générale du bâtiment, où
où on associe, enfin on intègre maintenant au sein de l'entreprise toute la partie gros œuvre qu'on a toujours refusé de faire pendant beaucoup d'années, où notre seul objectif c'était l'intérieur, donc le second œuvre. Donc oui, on a dû s'entourer de partenaires parce que ça n'a pas été une volonté pour nous d'intégrer la partie gros œuvre. Et aujourd'hui, on a des opportunités de projets qu'on n'imaginait pas pouvoir un jour traiter et on en est très fiers. Bon alors, évidemment, il a fallu accompagner cette croissance, déménager une fois, agrandir, redéménager. Tout ça, ça s'est fait aussi en quelques années. Exactement. 2021, vous vous installez dans des nouveaux locaux à Technisud. On les voit à l'image, 1700 mètres carrés, avec un hall d'exposition qui est plutôt riche. On en verra quelques images aussi, 500 mètres carrés, avec des matériaux, des ambiances. Donc un showroom qui surtout regroupe notre savoir-faire, où chaque fabricant, parce qu'on travaille avec les fabricants en direct, sont représentés au sein de notre showroom, à la fois sur la partie carrelage, revêtement de sol, parquet, revêtements muraux, sanitaires, meubles de salle de bain, toute l'offre qui correspond à l'aménagement intérieur. Donc c'est vraiment notre vitrine. Cet espace n'a pas vocation à être un magasin, mais vraiment à être un lieu dans lequel nos prospects qui deviennent des clients font leur choix, sont accompagnés et ont en un seul et même lieu l'intégralité de l'offre. En tout cas, ce qui les a amenés chez G-Décor, c'est les produits qu'on a chez nous. Alors le groupe G-Décor aujourd'hui, c'est 6 entreprises spécialisées, 2 agences. On va en reparler, mais d'abord, je vous propose de découvrir votre univers avec ce reportage. Depuis 2011, l'entreprise G-Décor réalise des rénovations dans Grenoble et sa région. Pourtant, c'est bien dans les années 1980 que Michel Giardina, artisan peintre et plaquiste, a lancé son activité. C'est mon parcours professionnel en fin de compte. J'ai fait des études d'électromécanicien. Après, donc, j'allais me marier, donc je suis parti dans le ravalement de façade. L'entreprise a déposé le bilan, je suis parti maçon. Et après, en 88, je me suis lancé à mon compte, donc peinture, décoration et tout corps d'état. Et aujourd'hui, voilà, donc on s'est associé il y a 15 ans avec Sébastien, avec mon fils, 5 ans avec ma fille. Voilà, j'essaie d'être présent au maximum pour lui, pour eux plutôt. On a fait prospérer l'entreprise, quoi. Une aventure familiale donc, surtout depuis que son fils Sébastien a repris le flambeau en structurant davantage l'entreprise. G-Décor, c'est une société spécialisée dans la construction, rénovation et agencement intérieur. Et aujourd'hui, depuis un an maintenant, elle a vocation à s'ouvrir à des marchés de réhabilitation profonde, principalement sur de la maison ou de l'appartement, où on prend les projets de la phase d'avant-projet, donc on travaille sur la phase architecture, donc faisabilité, architecture d'intérieur, conception, plan technique, pour que derrière nos équipes internes et externes puissent intervenir et réaliser des projets qui aujourd'hui sont de plus en plus ambitieux. Donc la vocation de l'entreprise, c'est de se spécialiser sur un marché haut de gamme, avec de la technicité où on recherche de la précision du détail, une esthétique profonde, un choix, une harmonisation des matériaux importante. Et voilà, aujourd'hui, G-Décor, c'est un acteur local incontournable, connu et reconnu, et on va essayer de faire ça encore pendant le plus longtemps possible. G-Décor regroupe aujourd'hui une 50aine de collaborateurs et une dizaine de sous-traitants qui s'activent pour rénover des biens immobiliers, comme ici, sur ce chantier. On est sur les hauteurs de Grenoble. C'est une maison qui fait un tout petit peu moins de 300 mètres carrés sur 3 niveaux. Là, vraiment, il faut imaginer que cette maison, elle a été reprise par les propriétaires actuels qui nous ont confié les travaux, où le hors d'air avait été fait. Mais aucune prestation en seconde œuvre en finition avait été réalisée. Donc en fait, on s'est vraiment occupé de l'intégralité du projet. Dans la pièce de vie, donc là, on a une cuisine qui est totalement sur mesure, vraiment qui sort de nos ateliers, où on est venu tout fabriquer, les poteaux, le chêne massif. On va habiller avec le plateau en pierre. Donc là, on a accompagné le client de la conception jusqu'à la réalisation complète. L'entreprise G-Décor est implantée à Grenoble où elle dispose d'un showroom de plus de 500 mètres carrés entièrement consacré aux matériaux d'aménagement intérieur. Récemment, la société a également ouvert une agence à Voiron. Alors Sébastien, on comprend bien cette notion de tout corps d'état, donc de la conception à réalisation grâce à ces tout corps d'état. Et en fait, le groupe G-Décor, c'est un peu comme les poupées russes. En fait, il n'y a pas que G-Décor. Il y a eu, au fur et à mesure de la construction de l'entreprise, plusieurs sociétés, plusieurs entreprises qui sont nées. Alors on va reprendre en 2014, G-Elec. Ami, mon meilleur ami d'enfance, avec qui je me suis associé pour créer la société d'électricité. Électricité domotique, exactement, évidemment. Tout à fait. Je continue. Allez, on commence en 2015, il y en a un par an, donc Gracianopolis. Gracianopolis, ça a été le moment où on a décidé, pour G-Décor, d'ouvrir un showroom. Donc ça a été la société qui a disposé du code APE, parce que c'est important pour travailler en direct avec les fabricants, et pour ni plus ni moins devenir la centrale d'achat de l'entreprise G-Décor.
On a vu après la partie menuiserie, G-Menuiserie. Tout à fait, société que j'ai créée en 2016 à destination donc de la menuiserie, donc extérieure, volets roulants, porte-fenêtres, porte d'entrée et autres, avec lequel Damien, avec lequel je suis associé, qui a été avant tout au début commercial au sein de l'entreprise et qui a rapidement vu sa place en tant que leader et qui est devenu associé avec moi quelques années plus tard. Bon, 2019, alors on rappelle, la création, enfin votre arrivée c'est 2010-2011, mais 2019, G-Maille Couleur pour la peinture et G-Energia pour le chauffage et la plomberie. Exactement, des sociétés qui sont venues compléter l'offre de G-Décor où Youssef, qui est mon associé, était sous-traitant au sein de la société et voilà, très gros attrait amical et professionnel, ce qui nous a amené à un moment donné à nous associer au sein de G-Menuiserie et c'est lui aujourd'hui qui est aux commandes de toute cette partie-là. Et j'en suis très fier parce que voilà, tous les compagnons présents dans cette entreprise, il y a vraiment une vraie performance. C'est le cœur de métier de mon père, c'est le premier métier de mon père, la peinture. Donc c'est vraiment quelque chose qui chez nous est fondamental, la finition. Et donc G-Energia avec mon oncle, le frère de ma mère. Là c'est une histoire familiale avec qui j'ai créé G-Energia, plombier à son compte. Je lui ai dit arrête de faire ce que tu fais, et viens bosser avec moi, j'en ai besoin. Et voilà, il a pris la partie chauffage, climatisation. Histoire familiale aussi avec votre sœur en 2020 pour G-Design Home. Là, c'est pour le mobilier sur mesure, on l'a vu dans le reportage. Tout à fait. C'est, pour moi, ce que je dis souvent, c'est l'image de G-Décor. On a compris que G-Décor savait faire des travaux, mais des travaux habillés avec du sur-mesure, de la cuisine, du mobilier, tout ce qui permet d'habiller un intérieur, c'est ça qui nous a fait monter en gamme. Ma sœur, avec son parcours d'architecture d'intérieur et de design, elle apporte une valeur ajoutée exceptionnelle au sein de l'entreprise. Et vraiment, voilà, c'est la cerise sur le gâteau et c'est une société qui activement se développe avec G-Décor. Bon, et puis on termine en 2021 avec GVDS sur la gestion des travaux après sinistre. Voilà, exactement. Alors, un parcours un tout petit peu différent qui était de dire aujourd'hui, on va faire de nos clients les assureurs pour des travaux après sinistre, donc dégâts des eaux, incendies. Donc des collaborateurs qui ne sont pas des collaborateurs de G-Décor interviennent pour remettre en état les appartements ou les maisons. Et puis on l'évoquait dans le reportage des agences, notamment une agence à Voiron. Tout à fait. Et une autre en Haute-Savoie, à Annecy. Exactement, tout à fait. L'objectif là, c'est de mailler le territoire. On y revient, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Gauzy. Je dirais que la vocation, c'était de devenir un acteur incontournable à Grenoble dans la rénovation et la construction. Je pense qu'aujourd'hui, notre prochain challenge, c'est de devenir un acteur incontournable sur la région. C'est une belle ambition. C'est une parenthèse, mais le jour où vous étiez chez nous, c'est le premier jour de retraite de mon père. Voilà, donc on lui fait c'est important pour moi. On le salue. Ouais, bon, mais du coup, vous volez tout seul de vos propres ailes maintenant alors. Il ne doit pas être très loin. Je crois que maman est aussi dans les parages. Toujours. Voilà, la partie administrative, exactement. Elle est là 2 jours par semaine. Et voilà, on nous tient de l'œil et c'est toujours important. Mais je pense que c'est ce qui fait notre force. Il y en a qui, il y a 2 écoles dans la partie. On se dit souvent ici, un chef d'entreprise ne doit jamais être seul. Oui. Et vous parliez tout à l'heure les recrutements, 5, 10, certaines années, dans un domaine où on entend dire que les recrutements sont difficiles, que la main-d'œuvre manque un peu. Comment vous avez réussi à gérer? Parce que vous l'avez dit plusieurs fois dans votre discours, que ça repose beaucoup sur la qualité des équipes, des gens. Je pense qu'on a beaucoup communiqué sur là où l'entreprise voulait aller, à sa création. Et je pense que ça a donné envie à beaucoup de personnes de rejoindre l'aventure. Et chaque personne, quel que soit entre guillemets son niveau d'implication, avait une sorte de récupération de la réussite de l'entreprise, à se dire voilà, je fais partie de cette aventure et c'est aussi en partie grâce à moi. Et c'est de cette façon-là, nous on n'avait pas de démarche d'embauche, donc c'était souvent des gens qui se présentaient au sein de l'entreprise, qui étaient en poste dans des sociétés et qui avaient la volonté de rejoindre l'entreprise et aussi beaucoup de profils d'artisans. Des gens qui exerçaient depuis un certain nombre d'années et qui avaient à un moment donné envie de rejoindre une entreprise avec un marquage plus fort, peut-être plus de sécurité aussi par moment. Donc ça nous a donné beaucoup d'expertise. Bien sûr. Aujourd'hui, une 50aine de collaborateurs, ça s'appelle G-Décor. Sébastien Giardina, merci infiniment d'être venu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup François, merci. Passez un bel été, on se retrouve à la rentrée. Merci François. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.